Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo en anatomie. Nous allons nous intéresser à la tête et au cou. Tout d'abord, il est à noter que l'extrémité céphalique du corps peut être divisée en trois grandes régions. Le crâne, qui occupe la partie supérieure et postérieure de la tête, il forme une boîte osseuse qui contient l'encéphale. La face, qui est appendue au crâne et qui occupe la partie antérieure et inférieure de la face, c'est un massif osseux creusé de cavités. Et enfin le cou. La tête s'inscrit dans un cadre rectangulaire dont la largeur correspond aux 2/3 de la hauteur. Au niveau des limites crâne-face, il faut savoir qu'elle part du nation, passe par le bord supraorbitaire de l'os frontal, l'arcade zygomatique, la face antérieure puis le bord inférieur du méa acoustique externe. Après, elle passera au niveau du bord inférieur du processus mastoïde et se termine sur la ligne nucale supérieure de l'os occipital. On rappelle aussi que le nation est le point sagittal médian. C'est le point céphalométrique à la jonction des parties supérieures et médiales des deux os nasaux et de l'os frontal. À ne pas confondre avec l'arcade zygomatique, qui est formé par le processus temporal de l'os zygomatique et le processus zygomatique de l'os temporal. Au niveau de la limite face-cou, c'est au niveau du gnation, à l'avant de la mandibule, puis au bord inférieur de la mandibule. On va retrouver l'os hyoïde en regard de C4 et enfin le ventre postérieur du muscle digastrique. La longueur du cou est à peu près identique chez tous les individus. Au niveau du crâne, appelé aussi le neurocrâne, il faut savoir qu'il est ouvert sur sa face inférieure par le foramen magnum, qui permettra le passage de la moelle épinière. Il se comporte de 8 os, 4 os impairs et médians, l'os frontal, le sphénoïde et l'ethmoïde et l'occipital, et 2 os pairs, c'est l'os pariétaux et les os temporaux. On distinguera la voûte crânienne, ou la calvitia, c'est le neurocrâne membraneux, c'est la partie supérieure, avec l'os frontal, l'os pariétal, l'os temporal, l'os occipital et le sphénoïde. La base du crâne, quant à elle, c'est la partie inférieure, sera formée de l'os frontal, l'os ethmoïde, l'os sphénoïde, l'os temporal et l'os occipital. On va répéter un peu brièvement chaque fonction des os. Il faut savoir que l'os pariétal forme l'essentiel de la calvaria. L'os frontal est composé de trois parties, une partie squameuse, orbitaire et nasale. L'os temporal est formé de quatre parties, la partie squameuse ou écaille, articulaire pour l'articulation temporomandibulaire, la partie tympanique, une partie syphoïde et enfin la partie pétromastoïdienne, avec le processus mastoïde et la pyramide pétreuse. Elle contient l'appareil auditif et vestibulaire. L'os ethmoïde se compose de deux lames, une lame verticale et une lame criblée. Elle est horizontale, en contact avec le nerf olfactif. Il comprend deux masses latérales, pneumatisées, portant des cornets nasaux supérieurs et moyens. C'est l'os central de la cavité nasale et il comporte la paroi médiale de chaque orbite. Il est en rapport avec l'os frontal et l'os sphénoïde. L'os occipital est composé de trois parties. Une partie squameuse, une partie latérale qui s'articule avec l'atlas au niveau des condyles occipitaux et une partie basilaire. Et enfin, l'os sphénoïde qui est un os très compliqué qui est composé d'un corps et de 6 processus majeurs, deux grandes ailes, deux petites ailes et deux processus périgoïdes. Chaque processus périgoïde est constitué de deux lames ménageant un espace qui est la fosse péridoïdienne. Il possède également deux processus clinoïdes postérieurs et deux processus clinoïdes antérieurs. Il est au centre du squelette crânien et s'unit avec les 7 os du crâne. Il participe avec la construction des orbites et des fosses nasales et à tous les étages de la base du crâne. Les processus périgoïdes sont situés dans la partie la plus postérieure du palais osseux et servent de limite pour les espaces profonds de la face. Les os du crâne se forment via une ossification directe d'une maquette mésenchymateuse, c'est-à-dire de tissu conjonctif. Ils sont pour la plus grande majorité soudés entre eux via des structures chez l'adulte. Alors on va trouver plusieurs structures. D'abord la structure sagittale, une structure coronale, une structure lambdoïde, la structure squameuse, structure sphénosquameuse, la structure sphénofrontale, la structure pariétomastoïdienne, structure occipitomastoïdienne. De plus, il faut savoir qu'on va retrouver d'autres lignes. Tout d'abord, on trouvera le bergma, c'est le carrefour entre les structures coronales et sagitales. Le lambda, carrefour entre la structure lambdoïde et la structure sagittale. Le périon, point de jonction entre l'os frontal, l'os pariétal et l'os sphénoïde ainsi que l'os temporal. Et l'astérion, point de jonction entre l'os temporal, os occipital et l'os pariétal. Pour rappel, les fontanelles sont des zones élastiques entre les os immatures du nourrisson. Elles sont fibreuses et souples. Elles permettent une certaine déformation du crâne au moment de l'accouchement. Elles disparaissent entre 6 et 18 mois. Les sutures fibreuses et les zones de croissance chez jeunes enfants,
La pression de l'encéphale en expansion chez l'enfant permet la croissance des structures des os de la voûte crânienne. Les zones de croissance vont ensuite se calcifier à l'âge adulte pour former les synostoses. Au niveau de la base du crâne, il faut savoir qu'elle se forme via une ossification endochondrale, c'est-à-dire qu'elle passe par un état cartilagineuse. La base du crâne est divisée en 3 étages en marche d'escalier. Tout d'abord, on trouvera la fosse crânienne moyenne, c'est la fosse pseudotemporale. On aura la fosse crânienne postérieure, la fosse occipitotemporale. On va aussi retrouver l'écaille, qui est la partie squameuse ou la partie rugueuse de l'os. Elle est opposée à la partie pétreuse, qui est la partie lisse de l'os. Le corps du sphénoïde comprend la selle turcique. Il s'agit de la fosse hypophysaire, où vient se loger la glande des hypophyses. Les 4 angles de la fosse hypophysaire sont occupés par 2 processus clinoïdes antérieurs et 2 processus clinoïdes postérieurs. Le dos de la selle turcique fait partie des tâches postérieures. Au niveau de la base du crâne, il faut savoir qu'elle est trouée de foramen qui permettent le passage de nerfs crâniens et de vaisseaux. Dans l'étage antérieur, on trouvera le canal optique dans le sphénoïde, le foramen olfactif et la lame criblée. Dans l'étage moyen, la fissure orbitaire supérieure, le foramen rond, le foramen ovale, le canal carotidien dans la pyramide pétreuse. Au niveau de l'étage inférieur, enfin, on retrouvera le foramen magnum formé entièrement dans l'os occipital, le méa acoustique interne, le foramen jugulaire, le canal hypoglosse. On va maintenant s'intéresser à la région du cou. Tout d'abord avec les régions profondes de la face. Elles sont centrées sur l'axe aérodigestif facial, avec un étage supérieur qui est centré sur la cavité nasale, les orbites et les sinus en avant et le rhinopharynx en arrière. Les communications entre le rhinopharynx et les fosses nasales sont les cloanes. L'étage inférieur, quant à lui, est centré sur la cavité orale en avant et l'oropharynx en arrière. La communication est en l'isthme du gosier. L'oropharynx et le rhinopharynx forment la portion céphalique du pharynx. Les choanes sont séparés de l'isthme du gosier par le palais mou et les fosses nasales sont séparées de la cavité orale par le palais osseux. Au niveau de la partie céphalique du pharynx, il faut savoir qu'elle est entourée par des espaces profonds. D'abord, j'ai un espace antérieur qui correspond à la fosse infratemporale. On va retrouver aussi un espace postérieur avec la région rétropharyngée, médiane entre la paroi postérieure du pharynx en avant et la lame prévertébrale du fascia cervical en arrière, et la région rétro-stylienne latérale entre les muscles prévertébraux et scalène en arrière et le diaphragme stylien en avant. Enfin, on va aussi retrouver une région intermédiaire qui est latérale par rapport à l'axe pharyngé, avec une région parapharyngée en dedans et la région carotidienne en dehors. On remarquera que ces espaces sont séparés de la muqueuse du pharynx par une aponévrose résistance, appelée le fascia pharyngo-basilaire. Toujours au niveau de la région du cou, il faut savoir que le cou est une zone de passage entre la tête et le thorax qui est très vascularisée. Si je m'intéresse un peu à la topographie générale du cou, on aura un cadre osseux, donc le rachis cervical. En avant, on va retrouver la gorge ou la région cervicale antérieure, appelée aussi la région infrahyoïdienne. En arrière, la nuque ou la région cervicale postérieure. C'est une région essentiellement musculaire. Si je m'intéresse un peu plus en détail à la région cervicale antérieure, il faut savoir qu'elle peut être divisée en 2 parties. Une région médiane viscérale qui correspond à la loge viscérale du cou avec le pharynx qui se divise en œsophage en arrière et le larynx en avant. On trouve aussi les glandes thyroïdes et parathyroïdiennes placées contre l'axe aérien. Au niveau de la région latérale vasculaire, elle-même subdivisée en 2 parties. Le bord postérieur du muscle sternocleidomastoïdien fait la limite entre les 2 régions. D'un côté, j'aurai la région sternocleidomastoïdienne qui contient l'artère carotide commune et ses 2 branches de division, la veine jugulaire interne, 3 nerfs crâniens, le vague, accessoire et hypoglosse et le tronc sympathique cervical. La région supraclaviculaire qui contient les vaisseaux à destination du membre supérieur. On peut également distinguer différentes régions triangulaires dans le cou. Le trigone submandibulaire, la région submentonnière, le trigone infrahyoïdien et le trigone carotidien. Intéressons-nous maintenant à la vascularisation puis l'innervation. Commençons tout d'abord par la vascularisation artérielle, qui naît de l'artère carotide commune, qui permettra d'irriguer le cou, la face et la partie antérieure du cerveau. On a 2 types d'irrigation artérielle, d'abord avec l'aorte, qui donnera l'artère carotide commune gauche et qui se subdivisera en artère carotide interne gauche et en artère carotide externe gauche, et le tronc branchiocéphalique, qui donnera l'artère carotide commune droite, qui se subdivisera en artère carotide interne droite et artère carotide externe droite. A noter que l'artère carotide externe droite donnera 2 artères terminales, une artère maxillaire et une artère temporale superficielle,
ainsi que psycholatérales, dont l'artère faciale. L'artère maxillaire est importante. Elle passe en arrière de l'articulation temporomandibulaire et vascularise les muscles masticateurs, le muscle buccinateur et passe ensuite dans la fosse rétropalatine pour irriguer le maxillaire et rejoindre la cavité nasale et le nasopharynx. L'artère temporale superficielle irrigue les muscles temporaux, le scalp et les tissus mous en dessous de l'arcade zygomatique, notamment, et enfin l'artère faciale s'anastomose avec l'artère ophtalmique issue des carotides internes. Au niveau du drainage veineux, le drainage veineux de la face se fait principalement via les veines temporales superficielles et maxillaires. Ces veines se drainent dans la veine jugulaire externe. La veine jugulaire interne constitue le point principal de drainage du cou. La veine jugulaire interne, en effet, s'abouche dans une veine subclavière qui se draine enfin dans le tronc veineux branchiocéphalique. Le drainage lymphatique se fait en parallèle du drainage veineux. Pour récapituler, au niveau du drainage veineux, on a tout d'abord le drainage se fera par la veine temporale superficielle ou la veine maxillaire, qui vont se rencontrer formant ainsi la veine jugulaire interne, qui donnera la veine subclavière et qui donnera le tronc veineux branchiocéphalique. Au niveau de l'innervation maintenant, il faut savoir que le cerveau possède 12 paires de nerfs crâniens, qui sont purement sensoriels. Donc ce sera le nerf olfactif, le nerf optique, le nerf de l'audition. On aura des moteurs purs, le nerf oculomoteur, le nerf hypoglosse et le nerf accessoire, ou alors ils sont mixtes. C'est le cas du 5, du 7, du 9 et du 10. Le nerf trijumeau, c'est le nerf 5, assure une innervation sensitive de la face. On aura donc un plexus cervical et des nerfs cervicaux dorsaux. Le tronc sympathique cervical a une innervation végétative. Le parasympathique est assuré par les nerfs crâniens 10, appelés le nerf vague. La face est innervée principalement par les 3 branches de division du nerf trijumeau.